Moi c'est Niki. Moi c'est Bi. Bienvenue dans le podcast Madame attrape ton cœur. Nous sommes deux copines d'origine camerounaise et bissau-guinéenne qui ont quitté nos vies parisiennes pour s'installer à Abidjan. Dans ce podcast, nous parlerons d'identité, de carrière professionnelle, de relations humaines, de féminisme ou de santé mentale, de culture et de sujets qui nous tiennent à cœur. Cette saison, petite nouveauté. Nous recevrons des personnes inspirantes pour des discussions intimes. À quoi bah! Hello Niki, comment ça va? Écoute, ça va très bien. J'ai passé un excellent dimanche, donc je suis plutôt contente. Donc voilà. Et toi, ça va? Ouais, je suis en forme, ça va. Okay. Ça va mieux. Tant mieux alors. Parce que beaucoup d'amour. Ah, c'est nice. Alors, les nouvelles? Écoute, moi, je vais commencer par une nouvelle un peu sordide. C'est pas une très très bonne nouvelle. Mais c'est aussi une réflexion que je me suis faite. Toujours en lien avec le retour sur le continent et tout. Malheureusement, j'ai eu un collègue qui s'est fait amputer de la jambe. Ouais, parce que il a une blessure qu'on a mal diagnostiquée et finalement on a découvert qu'il avait le diabète. Donc voilà, dans le cas des diabétiques, quand ils ont une blessure, ça met du temps à se cicatriser. Donc c'était trop tard, on a dû amputer sa jambe. Et du coup, je me dis, comme on en parle souvent, c'est bien beau de vouloir rentrer et tout, mais la santé coûte très cher ici. En général, si on n'a pas les moyens, c'est des choses qui arrivent, quoi. Il suffit que... Et aussi, je sais pas si c'est un peu partout, mais certains médecins, le niveau, c'est pas ça, en fait. Je te demande où ils ont eu leur diplôme. C'est très, très douteux. Il y a plusieurs fois, et là, c'est pas pour tirer sur les médecins en général à Abidjan, pas du tout. Mais il y a certains médecins où... les médicaments qui prescrivaient, quand tu tapes sur Google, en fait, c'est interdit dans les autres pays depuis très longtemps, en fait. Mais c'est encore prescrit ici. Sans compter le marché de faux médicaments, etc. Bref, je passe tous les trucs négatifs. Mais bon, voilà, ici, la santé a un coût et faut réfléchir à ça si on veut rentrer, quoi. C'est pas des lol. Non, c'est vrai. C'est tragique et les gens se retrouvent à vendre des maisons parfois. Ouais, exactement. Vendre des maisons, vendre leurs biens pour pouvoir être rapatriés, pour pouvoir être envoyés en France ou dans d'autres pays pour avoir des soins adaptés, quoi. Putain, j'ai cassé le mood. Non, c'est une réalité, en fait, c'est que ça me parle, vu que je l'ai vécu. Oui. Donc, du coup, d'où pourquoi je suis cassée. Mais c'est pas grave. Moi, mes nouvelles... Allez, qu'elle soit joyeuse, s'il te plaît. Oui. Bon. Puisque j'ai des problèmes de santé, donc je suis censée faire du sport. Oui. Donc je me suis mis récemment à la natation. Oui. Sport que je déteste de ouf. Mais j'ai pas le choix, c'est la solution, on va dire, la plus naturelle et simple et moins coûteuse pour moi pour régler certains problèmes. Et bizarrement, j'aime ça. C'est choquant. Non, franchement, tu te sens tellement bien dans l'eau. L'eau, c'est thérapeutique, je te jure. Parce que vu mes problèmes de santé, j'ai pris beaucoup de poids, donc je me sens lourde en général. Dans l'eau, j'ai l'impression de retrouver mon corps d'avant, d'être légère. D'accord. Et ça me permet aussi de méditer, puisque quand t'es dans l'eau, tu n'as rien à faire que respirer et d'avancer. Donc ça me vide la tête, donc c'est super bien. Et ce qui aussi m'a beaucoup étonnée, c'est que je suis une personne très impatiente. Et quand tu nages, tu dois être patient. Bah ouais. Donc ça t'apprend la patience. Ça m'apprend la patience, d'accord. C'est curieux, mais voilà. Ouais. Donc c'était ça que j'avais envie de partager. Ah nice. Écoute, beaucoup de courage et félicitations pour ce nouveau pas. Donc voilà. Pour ce 6e épisode. Ouais. C'est 6? On est déjà au 6. Ouais, ça passe vite. Ce 6e épisode, on a réinvité l'invité de la fois dernière. Notre experte, pas votre camarade, Madame Mélie Minard. Hello. Ça y est, je vais plus quitter le podcast. En fait, on va commencer à être 3 dans ce podcast. Voilà. C'est ce qu'on essaye de vous annoncer petit à petit, Si vous me voyez dans l'épisode 7, ne vous étonnez pas,
Donc voilà, hello les filles. Salut Maëline. Ça fait plaisir de revenir vous voir sur ce podcast. Merci d'avoir accepté de nouveau. Ah ben avec plaisir. Toujours pour un sujet aussi fun, ouais, c'est l'argent. Ouais, voilà, exactement. On va croire que je suis une grosse capitaliste. On va m'arrêter dans la rue en disant mais toi t'as l'argent toi. Ouais, des podcasts sur l'argent et tout. En fait. Tous les jours tu te plains mais bon bref. Ouais. Et est-ce que faut te représenter du coup pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode 6. Ouais, c'est vrai, tout le monde n'a pas écouté sans doute l'épisode 5. 5 pardon, ouais. Okay. Alors, je m'appelle Méline Ménard, je suis guadeloupéenne, j'habite en Côte d'Ivoire depuis 2 ans et je travaille dans les médias pour une chaîne de télé en tant que rédactrice en chef pour le JT et les émissions plateau. Voilà. Yeah. Toujours impressionné par ta présentation. Pourquoi? Ça claque. Ça claque. Ouais, j'ai écrit mon petit texte. Et dans la continuité de l'épisode 5, aujourd'hui, on avait abordé l'éducation financière dans l'épisode 5 et aujourd'hui, on va parler d'anxiété par rapport à l'argent. Gros sujet. C'est quoi nos rapports à l'argent aujourd'hui? Donc, qui commence? Tu es l'invité, tu commences. Tu sais, genre, elle commente. Oh là là, on maltraite, quoi. Voilà. Mon rapport à l'argent. Ah là là, longue histoire. L'argent, le nerf de la guerre. Ouais, qu'est-ce que l'argent aujourd'hui représente pour toi? Juste entre parenthèses, je vous invite vraiment à écouter l'épisode 5 en fait. Ouais. Parce qu'il y aura vraiment un lien avec, donc pour pas que vous soyez un petit peu perdus. Ouais, déconnectés. Ouais, exactement. Effectivement, écoute, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Ouais. Sans argent, malheureusement, on peut pas faire grand chose. Donc, mon rapport à l'argent, c'est que on estime qu'on en a jamais assez. Ouais, déjà. Déjà, ça commence par là. Et puis, c'est tout le temps dans un coin de ma tête, quoi, malheureusement. Donc, on se dit toujours, j'ai besoin d'argent pour ci, est-ce que j'ai assez d'argent pour ça? D'autant plus ici en Côte d'Ivoire, parce que voilà, j'ai pas de famille ici. Ouais. Voilà, il y a pas toutes ces tout ce qu'on a en France, sécurité sociale, Pôle emploi, tout ça, ça n'existe pas ici. On est complètement livré à soi-même. Donc voilà, donc faut faire attention pour pallier à toutes ces éventualités de la vie. On est des adultes. Maintenant, on paye des factures. On paye des loyers. On doit manger. Ouh là là, ça fait beaucoup. Épargner. Et tout ça, je suis seule. Donc, j'ai même pas encore rajouté l'aspect famille, tout ça. Un jour peut-être. Donc voilà. Ouais, c'est un rapport assez amour et haine, quoi. C'est cool d'avoir de l'argent parce que tu fais ce que tu veux avec. Et puis haine dans le sens où quand t'en as pas, t'es anxieuse. Ouais. Vachement. Mais est-ce que ton rapport à l'argent a toujours été pareil ou ça a évolué en fonction de tes expériences et de tes changements aussi de résidence? Ouais, si, ça a évolué. Alors, avant, quand on est jeune, on veut avoir de l'argent, mais bon, c'est accessoire, quoi. On veut s'acheter un nouveau sac, un nouveau truc comme ça. Je pense que on réalise pas trop l'importance de l'argent. Ensuite, oui, c'est vrai qu'en France, moi, j'étais chez mes parents. Donc voilà, il y a déjà l'aspect loyer, je connaissais pas. Ok, il y a des factures, mais bon, même si tu aides un peu tes parents, c'est pas un truc chaque mois, voilà, c'est ça. Donc effectivement, moi, ma première grosse expérience, c'est quand je suis allée au Cameroun, parce qu'avant d'aller en Côte d'Ivoire, j'étais au Cameroun. Et là, un peu camerounaise. Et là, du coup, il faut gérer un loyer. Déjà, en arrivant au Cameroun, pour prendre un appartement, il faut donner 5 mois de loyer, 6 mois de loyer, ou même 1 an même. Je crois que j'ai dû donner 1 an de loyer en avance. Donc c'est énorme, 1 an de loyer et une maison vide. Ah oui. Donc faut meubler après. Voilà. Donc c'était chaud. Heureusement j'avais fait des économies parce que je suis pas partie sur un coup de tête, mais quand même quand t'arrives et que tu débourses des millions de francs CFA,
d'un coup, ça fait mal. Et là, tu t'es tout de suite dans le dur du sujet, quoi. Tu te dis, en fait, l'argent, là, on en a besoin. On a besoin de beaucoup. Donc, voilà. Après, oui, tous les jours, faut manger, faut faire les courses, faut faire des budgets, faire des trucs comme ça. Et, ouais, on devient anxieux. On devient anxieux parce que on veut sortir aussi. On veut aller au restaurant, faire des activités. Et l'argent, ça manque. En plus, la problématique, en tout cas au Cameroun, c'est que je me suis rendu compte que le niveau de vie, on va dire, que j'avais, parce qu'en plus il y a ce côté aussi, t'arrives d'Europe, donc t'as tes standards, on va dire. Voilà, tu veux manger des pâtes pesto, mais il y a pas ça en fait ici, donc ça coûte cher. Donc du coup, bah ton budget il explose et en fait le salaire il est beaucoup plus bas. Beaucoup plus bas qu'en Europe. Donc là, c'est un casse-tête de tenir un certain niveau de vie qui ne paraissait pas excessif en Europe, mais qui, au Cameroun et même ici en Côte d'Ivoire, paraît, c'est du luxe, quoi, par rapport à ce qu'on gagne. Donc, il y a tout ça qu'il faut gérer et, ouais, c'est très, 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 très compliqué. Donc, c'est là où ça a commencé à être une anxiété, depuis que je suis arrivée au Cameroun, où là, vraiment, j'ai commencé à... Enfin, si j'ai toujours cette petite phrase là, genre je suis pas née pour souffrir ni pour être pauvre là. Ça. Les petites phrases qui te sortent de la tête là, c'est genre non mais c'est pas possible, il faut que je trouve une solution. Donc oui, c'est tout tourne un peu autour de l'argent. Quand tu veux changer de boulot pour gagner plus d'argent, t'essayes d'avoir des petits boulots à côté, de voir comment tu peux économiser ça, donc tu changes ton alimentation, tu changes ta façon de sortir, j'achète plus de vêtements, enfin en tout cas plus trop, donc toutes ces petites choses-là qu'on rééquilibre, et ouais, vraiment l'argent là c'est au centre, c'est au centre de tout quoi, de tous mes projets, voilà, donc rapport à l'argent qui a complètement changé, et je pense que c'est un peu les parents nous le disaient, hein. Enfin moi ma mère elle me disait tu verras quand tu vas payer des factures. Je pense qu'on vous l'a dit aussi. Et elle avait pas tort. Et c'est vraiment genre limite ce switch où l'argent devient une anxiété dans ta vie, c'est là où un peu t'as l'impression que tu deviens une adulte. Oui. Ouais, c'est malheureusement. Mais c'est un peu un passage, un rite pour savoir que là, tu deviens vraiment une adulte, quoi. Donc voilà, je suis une adulte. J'ai des problèmes d'argent. Belle conclusion. Ouais, je me représente si vous voulez. Non, je rigole. Et vous alors? Alors, moi, mon rapport à l'argent, j'ai une peur, mais irrationnelle, de manquer d'argent. Il faut que je vois de l'argent dans mon compte, ce qui est débile. Ah ok, je vois. Tu vois, il faut que je vois de l'argent dans mon compte, ça me rassure. Je n'aime pas ne pas... Enfin, c'est vraiment irrationnel en fait. Mais je pense que c'est lié aussi à mon histoire. D'accord. Du fait que on était confortable, à un moment donné on a connu la précarité, à un moment donné ses revenus, ça s'est stabilisé. Mais c'est une angoisse. C'est une angoisse, il suffit qu'à un moment donné, j'atteins pas mon objectif, on dirait que... Enfin, je ferme tout, quoi. Je vise tout, je shut down, enfin, voilà. J'arrête tout, donc c'est... Et même, quelque part, j'ai cette petite voix permanente qui me dit, et si demain tu perds tout, qu'est-ce qui... Enfin, tu vois, ouais, je vois. Chaque fois que tu dépenses un truc, demain tu perds tout, tu fais quoi? Tu peux demander à qui, en fait? C'est clair, ouais. Tu peux... C'est quoi ta deuxième source de revenus? T'as que ton salaire? Est-ce que c'est smart? Enfin, tu vois, c'est toutes ces questions, toutes ces... anxiétés que l'argent me cause. Donc voilà mon rapport malsain avec l'argent. Mais l'argent est un moyen pour... Voilà, c'est malheureusement un ticket pour accéder à un certain statut social, enfin un certain milieu social. Ça te permet d'avoir des choses plus ou moins utiles. Ouais. Mais bon voilà, enfin en soi, le rapport est quand même assez malsain. D'accord. Et toi, Bi? Moi j'ai un rapport difficile avec l'argent. Ouais. Une peur extrême de la pauvreté. D'accord. Qui vient d'expériences familiales. On a vécu des moments assez difficiles, mais aussi des expériences que j'ai vécues ici en Côte d'Ivoire, notamment période de chômage, où donc si je n'ai pas un matelas de sécurité très confortable,
je me fais des scénarios de dingue. Ah, attends, si t'as pas de travail, comment tu fais? Si t'as pas cette somme, comment tu fais? Et j'imagine aussi des scénarios, si tu tombes malade et que tu dois payer 2 ou 3 millions d'un coup pour te rapatrier, comment tu fais? Et ce qui fait que jusqu'à maintenant, j'ai des périodes, la fin du mois, où genre j'ai des insomnies. D'accord. Parce que je suis déjà en train de calculer, mais imagine en fait que ta boîte te paye pas, comment tu vis, tout c'est... Ouais, en plus c'est possible ici. C'est possible ici, donc du coup, je me restreins. Donc comme toi, le shopping, j'ai quasiment arrêté ça. Et quand je vais en faire, j'achète des tissus. C'est ça mon truc pour me faire plaisir. Mais c'est pas forcément très sain comme relation à l'argent. Donc j'essaye de calmer ça. Mais c'est le nerf de la guerre, l'argent. Ouais, vraiment. Hein. C'est vraiment le nerf de la guerre et d'autant plus, enfin j'ai l'impression plus on avance, plus tout tourne autour de l'argent, quoi. Parce que au final, dans notre société, toutes les success stories, il y a de l'argent en fait. À la clé, il y a voilà, on nous fait jamais une petite histoire en disant ils vivent d'amour et d'eau fraîche au fin fond de. En général, il a sorti une application, il est devenu multimillionnaire, voilà. Donc, je pense que ça contribue un peu à toute notre anxiété. Et je sais qu'on en a parlé, mais d'après vous, c'est quoi l'origine en fait? Allons. Mettons le pied dans le plat. C'est quoi l'origine? Deep. Are you ready for it? Ouais, c'est quoi l'origine? Deep. Les deux me regardent. Je l'invite elle. Alors, l'origine, je pense que j'ai quelques traumas aussi, un peu comme vous. Parce que pareil, on a eu des moments de haut et de bas en famille quand j'étais plus jeune. Des hauts et bas financiers. Du coup, ouais, pareil, j'ai la phobie d'être pauvre, quoi. Enfin, en tout cas, comme je vous disais, je suis pas née pour être pauvre. Enfin, c'est ma phrase, en fait. C'est vraiment ma phrase que j'essaye que je me dis un peu trop, je pense, parce que du coup, ça crée de l'anxiété. Et ouais, je sais que ça vient de là. Alors, faut dire que mes parents, je pense qu'ils sont, je sais pas pour vous, mais moi, mes parents, je pense qu'ils sont nés dans une époque où on valorisait vachement les crédits bancaires. Okay. Et donc du coup, ma mère, par exemple, a fait quand même des crédits et je sais que c'est ce qui m'a un peu traumatisée parce que quand on rentre dans cette spirale de crédit, ça devient genre il y a des dettes. Et je pense que le nerf de tout ça, c'est les dettes. Ouais. Avoir des dettes, je supporte pas, quoi. C'est vraiment genre c'est ma phobie parce que pour moi tu dors pas, tu dois à quelqu'un, tu dois à une institution financière, enfin c'est ça. Le rapport aussi à payer les factures qui est assez compliqué parce que enfin c'est toujours un stress, quoi. Comme tu dis, à la fin du mois t'as un loyer, t'as des factures, si on te paye pas, si ceci, si cela, donc je sais que ça vient un peu de là. Et ça s'est pas amélioré parce que dans notre société, sur les réseaux sociaux et tout, enfin on voit les autres, enfin de toute façon sur les réseaux sociaux on montre toujours ce qu'on veut montrer, quoi. Donc on montre toujours les bons côtés et je pense aussi que mon anxiété vient du fait que on nous dit, enfin on nous fait comprendre que l'argent c'est facile à avoir. Je sais pas comment expliquer et du coup quand on n'a pas t'as l'impression d'être un peu débile, quoi. De dire, mais attends, sachant qu'en plus on nous a vendu le bac plus 5 et puis tu vas gagner 5000 euros à la fin. Et en fait c'est faux. Donc déjà ça c'était la première des illusions, je pense. Et voilà, et puis malheureusement il y a des fois on a des périodes de bas et on n'a pas d'argent. Et là c'est dur, quoi. C'est dur parce que on se dit mais on n'est pas débile. Et je pense que c'est ce que j'essaye de faire, de pas comment dire, assimiler mon intelligence ou le fait de m'en sortir dans la vie à mon niveau d'argent. Et c'est ça qui est le plus compliqué. C'est très pertinent ce que tu dis parce que mine de rien, je viens de tilter que moi aussi je fais l'association, tu vois. Je suis intelligente, pourquoi est-ce que j'aurais pas
d'argent en fait. C'est ça, puisque c'est tellement facile d'en avoir, enfin en tout cas toutes les histoires qu'on entend et tout, donc des fois on peut vraiment être dans une période de déprime quand on n'en a pas, parce qu'on se dit bah attends mais là c'est pas normal, je suis pas débile à ce point quand même, ou bien il y a un truc qui marche pas. Donc donc ça vient de tout ça, et c'est très dur à déconstruire. C'est très très dur à déconstruire, et du coup on a l'impression qu'on en a jamais assez, quoi. Et ça paraît, et c'est, comment dire, c'est triste, parce qu'après effectivement il y a des fois tu te poses et tu dis mais il y a vraiment des gens qui en ont pas, donc toi tu stresses pourquoi, enfin calme-toi. Mais bon, ouais, comme tu dis, des fois moi aussi j'ai des scénarios lunaires, mais que je crois vraiment, quoi. Je me dis ouais, un jour je peux tout perdre et me retrouver à la rue, me retrouver sans rien et tout, et ouais, c'est pas facile. Ouais. Bah écoute, moi c'est à peu près pareil comme toi, enfin l'origine c'est les parents forcément, tu vois. Bah j'ai vu des schémas chez mes parents ou chez la famille que je ne veux absolument pas reproduire. Et aussi une chose qu'on est obligé de préciser ici, c'est que nous sommes aînés. Ouais. C'est un point très 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 important, parce que c'est pas la même pression en fait. C'est clair. Faut penser à tout en fait, et plus particulièrement je vais pas dire généraliser, dans certaines familles africaines ou même antillaises, tu vois, t'as une grosse responsabilité sur l'aîné. Ouais, c'est clair. Demain il se passe un truc, en fait c'est toi la tête. Donc t'as cette pression là constamment de, en fait, il faut que je réussisse, faut que je sois quasiment parfaite, faut que j'ai de l'argent en fait, faut que s'il se passe un truc, mes sœurs qui s'en occupent, c'est moi en fait. Et si moi je suis dans la merde, à qui je demande l'argent? Personne. Ouais, tu dis en fait il y a personne qui peut t'aider. Alors que ça peut être faux, hein. Mais c'est quelque chose que moi j'ai intégré. Je me suis dit écoute, bon bah voilà, les parents avec ce schéma-là, je ne veux absolument pas les avoir. Ouais. Pourtant, voilà, mes parents ils sont éduqués, ils ont bac+5 et tout, mais ils ont fait des erreurs, on va dire. Je considère ça comme des erreurs financières qui aujourd'hui, malheureusement, enfin des fois on le paye. Ouais. Mais voilà, donc je veux pas répéter ça, quoi. Ouais, je suis tout à fait sur ce truc-là. Ouais. C'est clair. Donc voilà, c'est un peu ça. C'est vrai, moi aussi ils ont fait des erreurs financières, et du coup je suis tellement en stress de pas faire la même chose que c'est de l'anxiété, quoi. Ouais, c'est et tu te mets une pression, une pression énorme. Et voilà, pour en revenir à l'épisode 5 sur l'éducation financière, on est il y a ce truc, comme je vous disais, de dette que je déteste, et du coup c'est malsain, parce que je demande pas non plus de l'aide, comme tu dis. Peut-être on peut m'aider, ou je peux avoir des solutions, mais j'y pense pas, quoi, parce que pour moi je veux pas avoir de dette envers quelqu'un. Donc du coup il y a tout ça qui crée encore plus de l'anxiété, et ouais, c'est pas facile. Non. Mais l'expérience familiale, ça marque. Après, c'est le rôle de l'aîné, comme tu dis, ça joue beaucoup. Ouais. Parce que je sais que dans notre cas, donc mon père fait partie de la première génération qui ont quitté la Guinée-Bissau. D'accord. Donc il y a ce devoir envers ceux qui sont restés au pays. Ouais. Ça a beaucoup influencé sur sa gestion financière, qui a fini par nous pénaliser, qui m'a laissé des traumatismes. Mais quand on a eu des moments difficiles, on pouvait compter sur personne. Ouais. Ce qui fait que moi, c'est resté dans ma tête. Tu te gères, personne ne sera là. Et donc à chaque fois dans mes scénarios, même dans mon épargne, il y a un fonds pour la famille. Donc ce qui fait que ça te permet. Moi, ça me cause beaucoup d'anxiété. Ça veut dire que je dois épargner plus, même quand je suis dans les négociations salariales pour un nouveau taf, en train de me dire, mais attends, faut que je te demande quand même plus, parce qu'il faut que je gère la famille. Alors finalement, moi, mes parents me demandent pas spécialement l'argent, mais j'ai mis ça dans ma tête, parce que dans mon éducation, c'est ce qui est ressorti, les méfaits, c'est ce que j'ai vu. Et ça, c'était la première partie de mon anxiété. Et la deuxième, c'est venu, je dirais, de mes pères, donc des gens qui avaient mon âge, ceux que je connaissais et ceux que je connaissais pas. Ouais. Et j'ai vu les investissements qu'ils faisaient, l'argent qu'ils montraient avoir. Et je me suis dit, mais attends, mais c'est moi, j'ai un problème, en fait. Ouais. Je me lève chaque matin, je vais au travail, et pourquoi je peux pas me payer ça, je peux pas faire ci. Ouais, aussi, ouais. Et en creusant, donc finalement, j'ai fini par comprendre que certains aussi disaient pas la vérité. Oui, ouais, beaucoup de fake. Voilà. Certains ont eu des sponsors, et ne le disaient pas.
Mais moi, ça m'a créé beaucoup de frustration, surtout quand je suis arrivée au début à Abidjan, où ah ouais, je suis là, bac+5. En plus, tu sais, on te sauce en te disant, tu n'as pas ça alors que tu viens d'Europe et tout. Ouais, c'est ça, ouais. C'est la ville du bling bling ici, hein, ouais. franchement. Ouais, la ville des j'ai jamais vu autant de Range Rover de ma vie. Pareil. On dirait que ça coûte rien. Je te jure. C'est clair. Mais du coup, ça te pousse à te faire des scénarios dans ta tête, à te remettre en question. Ouais. Et à prendre des risques aussi. Oui, aussi, ouais. Surtout le concept de la superwoman, comme tu disais, avoir plein de petits boulots à côté, mais il y en a que 24 heures dans une journée. C'est clair. Et puis tu t'épuises mentalement, quoi, aussi, ouais. Effectivement. Moi, je suis d'accord avec toi, c'est vraiment... Ici, il y a ce rapport à l'argent qui est quand même assez anxiogène. Surtout, comme tu dis, quand tu viens d'Europe, etc. Et ouais, moi aussi, ça m'a créé des angoisses. Ça m'a créé des gros angoisses. J'essaye de relativiser, mais c'est pas toujours évident. Et ouais, non, tout ce que t'as dit là, c'est vrai, avoir toujours un fonds pour la famille, j'y pense aussi, parce que comme disait Nikita, on est des aînés, il y a les sœurs qui viennent après, les parents qui vont à la retraite, et on sait comment ça se passe, ouais, la retraite en France. Je pense que mon anxiété aussi vient de ça, dans le sens où même si voilà, ils ont pas appris à bien gérer leurs finances, il y a aussi ce schéma de la société qui a beaucoup changé, parce que comme je vous disais, à la base on était censé faire bac+5 et puis sortir avec 5000 euros pour commencer. Enfin moi je suis encore sur ça, quoi. L'arnaque du siècle. Mais oui, l'arnaque du siècle. Et en fait quand tu te rends compte que bah non, en fait là déjà t'es dû. Ouais, déjà si t'as un travail c'est bien. Donc si t'as CDI c'est encore mieux. C'est ça. Si t'es au SMIC c'est bien. Donc c'est chaud. Et donc du coup en fait je pense que l'anxiété vient du fait que à la base l'argent n'était pas censé être un problème, puisqu'on était censé juste faire des études, avoir un travail toute notre vie et puis avoir sécurité de l'emploi et tout. Surtout ça, le mot sécurité de l'emploi. Voilà, exactement. c'est ça. Bon, ça c'est dans le contexte français. Après, je viendrai dans le contexte d'ici. Et en fait, bah non. Et donc du coup, tu te rends compte de ça. T'as déjà la vingtaine passée. Et là, en fait, tu dois faire un revirement 360 degrés, quoi. Parce que clairement, comme je sais plus qui disait ça, mais tu vas jamais être riche en étant salarié. Au contraire. Donc quand tu commences à comprendre ça et qu'il y a personne pour te donner l'exemple, puisque voilà, moi mes deux parents sont en CDI depuis des années dans la même boîte, voilà, là ils attendent juste leur retraite, donc ils ont pas d'astuce à me dire comment m'en sortir. Eux-mêmes ils sont là, ouais mais fais attention, t'auras pas de retraite. Tout le monde nous dit ça, mais on nous explique pas comment non plus se sécuriser. Donc ça aussi c'est une angoisse, c'est une angoisse cette retraite, parce que nous on est confrontés à y penser dès maintenant, alors qu'on a à peine 30 ans, enfin la trentaine. Donc tout ça nous crée des stress, et jusqu'à présent bah j'ai pas la solution, quoi. On est là, on navigue en espérant ne pas finir pauvre. Mais ouais, ça demande beaucoup de discipline et un rapport à l'argent qu'il faut travailler, quoi. Mais c'est pas évident. C'est pas évident. Ouais. Exactement. En t'écoutant, j'ai eu la métaphore de, tu sais, t'es dans l'eau. Ouais. Et t'essayes de rester sur la surface pour pas te noyer. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est hyper triste. Waouh, c'est profond. C'est déprimant, mais ouais, c'est clair. Après, pour en venir ici, y a pas eu que des mauvais côtés, parce que justement, ce que j'apprécie en tout cas en Côte d'Ivoire, c'est ce côté débrouille. C'est vrai qu'en France, comme on a tous ces matelas, si je puis dire, ces matelas financiers, qui commence un peu à sauter d'ailleurs, mais bref, en tout cas on a été éduqués comme ça, où genre bon, même si tu perds ton travail, il y a quand même Pôle emploi, il y a le RSA, il y a la sécurité sociale, l'école est gratuite, enfin bref, plein de trucs comme ça, la CAF. Ici il y a rien. Enfin en tout cas ouais, c'est que dernièrement qu'ils essayent de mettre en place des petits trucs genre CMU et tout, mais sinon il y a rien. Et du coup, tu sens que ici, les gens, ils sont vraiment en système D. Et je pense qu'ils ont un rapport à l'argent
différent. Ouais. Je sais pas si c'est plus sain ou pas qu'en France, mais en tout cas ils en ont conscience. Ils ont conscience en fait de pas gérer leur argent ou de savoir le gérer parce qu'il y a pas de matelas. Et du coup je pense que le fait d'avoir déménagé ici, ça a été une formation en accéléré aussi sur comment je vais devoir gérer mon argent. Je pense que si j'étais partie dans un pays d'Europe ou même aux États-Unis, au Canada, j'aurais peut-être pas réalisé ça aussi vite. Mais là, le fait d'être ici et vraiment tu dis il y a rien, ça te booste en fait à trouver une autre solution pour être indépendante financièrement et avoir ce truc de revenu passif ou bien en tout cas gérer son argent quoi. Non, ça c'est vrai. Voilà. Ouais, c'est vrai aussi, c'est encore une fois on revient sur le fait de bien s'entourer. Ouais. C'est hyper important parce que bon entre amis, nous on en parle, on parle des projets, on parle des investissements, on parle de tout ça. Mais c'est vrai que si t'es dans un cercle où on dépense et on attend, on va voir ce qui se passe demain, voilà, t'auras pas forcément ces réflexions-là. C'est clair. Et ici aussi, ce qui est paradoxal, parce que effectivement, tout le monde sait qu'on n'a pas de matelas, mais par contre, c'est plus dur ici en tant que femme de faire valoir son droit à, par exemple, gagner bien sa vie, quoi. Parce que ça, dans le sens négociation de salaire, parce que tu parlais de négociation de salaire, par exemple, qui est devenu le nerf de la guerre. Et je pense que par rapport à la France, j'aurais laissé passer plus de choses, c'est-à-dire que je pense que voilà, tout ce qu'on raconte que les femmes sont payées 30% moins qu'un homme et tout, je ferais partie des statistiques, je pense, parce que on est moins j'ai l'impression qu'on est moins anxiogène comme ça sur l'argent, mais ici il y a rien. Mais en même temps, quand tu veux faire valoir justement ce droit d'avoir le même salaire qu'un homme, mais c'est la croix et la bannière, hein. Ouais. Et donc ça contribue encore plus à l'anxiété. À cette anxiété, ici il y a encore le schéma traditionnel que c'est l'homme qui ramène l'argent à la maison et la femme c'est un complément dans l'état d'esprit c'est de la décoration son salaire. Voilà, c'est limite de l'argent de poche. Sauf que non, pour moi c'est pas de l'argent de poche, c'est j'ai personne, donc c'est compliqué et c'est frustrant. Et quand tu te plains, on va te dire et ton mari. Ouais, c'est ça ou c'est ça. Et ton mari. Ton mari il est pas là et tes parents, sinon il y a des fois c'est ça, on dit ton père. Ouais. Genre c'est de ta faute quoi. Moi j'ai une petite anecdote à vous raconter. J'ai pris du temps à acheter une voiture parce que ça coûte très cher ici, il fallait que je fasse un prêt et tout. Et à un moment donné, je me plaignais souvent au boulot en disant que oui, j'ai pas de voiture et tout. Et un jour, un collègue est venu me voir et m'a dit mais c'est toi qui veux pas de voiture? Je dis comment ça? Écoute, t'es jolie. Il y a déjà un mec qui aurait pu te payer une voiture, hein. Et donc là, what? Mais qu'est-ce que... Donc, vous voyez un peu le niveau de certaines mentalités ici. Donc, on m'a dit ça la semaine dernière. Ouais, tu vois. Donc, c'est chaud. Donc, le pire, c'est que toute cette anxiété envers l'argent, il y en a beaucoup qui ne comprennent pas. Non. Qui ne comprennent pas parce que pour eux, une femme n'est pas censée avoir des problèmes d'argent. Voilà. Mais pour rebondir sur ce que tu disais, c'est que, donc, moi, vu que j'avais besoin de beaucoup d'argent, donc j'ai ciblé des secteurs ou des métiers où je sais qu'il y a beaucoup d'argent. Donc je suis allée dans des milieux d'hommes et j'étais prête à tout pour avoir un super salaire et à être vraiment la Wonder Woman qui... Attends, nuance. Tu peux pas dire que tu étais prête à tout, meuf. J'en arrivais. Wonder Woman dans le sens où donc je faisais des horaires assez intenses. J'étais dans un secteur qui m'intéressait pas. Je prenais des remarques qui m'intéressaient pas. Et donc du coup, j'étais pas à ma place, mais j'ai privilégié l'argent au détriment de, on va dire, mon bien-être et mon épanouissement personnel. Parce que cet argent, déjà, moi, ça me permettait d'atteindre des objectifs irréalistes que je m'étais fixés. Parce que pour moi, j'avais un fantasme avant
mes 30 ans, fallait que j'investisse dans ça, que j'ai tant d'épargne, que j'ai tant de trucs. C'est une pression énorme. Mais c'était que dans les études, comme tu disais, on te vend que tu vas gagner 5 000 € à la sortie, que à tes 30 ans, tu peux t'acheter ton premier bien immobilier, que tu peux avoir tant d'épargne, tu peux avoir tant de placements. Donc moi, c'est resté dans ma tête, j'ai pas recalibré le projet. Et je me suis donné à fond jusqu'à tomber en burn-out. Et c'est là où j'ai dû revoir tout mon schéma. Jusqu'à maintenant, je suis toujours pas satisfaite de cette révision, mais je me rends compte maintenant avec le recul que c'était pas ça en fait, d'être au point de niquer sa santé pour de l'argent. Ouais, c'est super intéressant ce que tu dis parce que alors il y a plusieurs choses. Moi, j'ai fait l'inverse. Enfin, j'ai fait des études par passion, donc le journalisme. Je pensais pas à l'argent au début. Donc pour moi, j'ai fait du journalisme, c'est ce que j'aime faire et tout. Bon, le journalisme, ça paye pas, je vous le dis. N'y allez pas, les enfants qui écoutent, n'y allez pas. Oh, ne décourage pas des passions comme ça. Bref, c'était une petite parenthèse, mais importante quand même. Je rigole pas. Donc j'ai fait ça par passion. Et du coup, un peu comme toi, à un moment donné, voilà, quand je me suis rendu compte que l'argent c'était important parce que voilà, machin, sauf que ma passion ne rapporte pas. Donc et c'est ce que j'ai étudié. Donc bon là, comme on dit, les calculs sont pas bons. C'est quelque chose qui va pas. Et du coup là, comme toi, j'ai dû faire un travail parce que moi très vite, je me suis rendu compte que je peux pas faire 36 000 choses, travailler de 7h à 23h pour gagner 500 € de plus ou enfin voilà. Mais par contre, ce que je me suis rendu compte qu'on m'a pas appris et c'est dommage, c'est que vraiment comme je disais, l'argent ne dépend pas de nos facultés intellectuelles. Et ça c'est très important de l'imprégner parce que du coup, je me suis rendu compte que il faudrait peut-être que je dissocie ma passion du fait de gagner de l'argent. L'argent, c'est juste un moyen d'avoir des biens ou des choses dans la vie. C'est vraiment juste un outil. Il faut pas que un plan de vie devienne que l'argent influence un plan de vie. Voilà. Donc c'est ce que j'essaye de dissocier. Et c'est pas facile. Vraiment, c'est pas facile parce que depuis le plus jeune âge, voilà, on nous vend des trucs. On va sortir bac+5, on va avoir de l'argent, c'est hyper malsain. Ou bien on te pousse à faire tel métier parce qu'on sait qu'il y a de l'argent dedans. Et voilà, comme tu dis, ça crée soit des burn-out, soit en fait les gens ils font des revirements à 40 ans, voilà. C'est compliqué. Et notre rapport à l'argent dans cette société est hyper problématique parce que normalement c'est censé juste être un outil. C'est un échange commercial marchand quoi. Mais là c'est devenu enfin, en tout cas, au centre de tout. Si tu veux mettre à mal des relations, inclus l'argent. C'est ça. Dans tout, tu veux être à l'aise. Tu veux être à l'aise, il faut de l'argent. Tu veux manger bien, il faut de l'argent. On essaye d'assimiler le bonheur à l'argent dans tous les aspects de la vie, et c'est ce qui crée cette anxiété, et c'est très très compliqué de le dissocier. Après, bon, il y a des voilà, des notions qu'on apprend ensuite, qui est l'indépendance financière, les revenus passifs, des choses comme ça. Je pense que on devrait apprendre ça beaucoup plus tôt parce que ça permet vraiment de dissocier le fait que c'est pas parce qu'on fait tel métier ou que voilà qu'on aura de l'argent ou quoi. En tout cas, l'argent c'est juste un outil, et ça définit pas ta vie, ton bonheur, ta santé mentale, ta passion, tout ça. Et c'est important. Après c'est pas facile Non, pas du tout. Et après moi je rejoins Bid dans le sens où moi j'ai choisi mes études en fonction des débouchés. Et il y en a beaucoup comme ça. J'ai changé, j'étais rentrée dans mon école pour un truc spécifique. À la dernière minute, j'avais la petite phrase: tu es une jeune femme noire, tu peux t'amuser à faire n'importe quoi, donc choisis une filière où tu vas trouver un travail directement après, où tu vas avoir de l'argent. Ouais, c'est ça.
Et me voilà, quelques années plus tard, assise par terre, en train de faire des bilans de compétences. Parce que ça va pas. Mais c'est ça. Donc, ouais, et c'est quand même paradoxal qu'un truc dont on a vraiment, c'est un moyen. Mais aujourd'hui, c'est essentiel. Faut pas qu'on se manque, tu vois. C'est clair. C'est quand même malheureux qu'un truc aussi essentiel puisse te coûter ton bonheur, ta santé mentale, ton bien-être, tu vois. Mais c'est parce qu'il y a une petite phrase qui résume tout ça. On doit pas travailler pour l'argent, c'est l'argent qui doit travailler pour nous. Ouais, mais aujourd'hui, pour vraiment, venir à l'argent doit travailler pour nous, c'est compliqué, hein. Oui, il y a ça aussi qui est compliqué. Faire, ouais. Et puis on n'a pas les outils, hein. Non, on t'explique pas. Parce que c'est ça, en fait, comme tu racontes, beaucoup de gens, depuis l'école, en fait, on s'est dit qu'on va faire tel métier pour avoir de l'argent. On sort tous de l'école et puis on se rend compte que c'est une utopie. Et le pire, c'est que jusqu'à présent, c'est-à-dire même les générations de maintenant, elles sont encore dans ce schéma-là. C'est incroyable. Donc c'est normal qu'ensuite ça crée des adultes hyper anxiogènes sur l'argent, sur que voilà, on parlait des couples, ça crée des conflits. En fait, l'argent c'est vraiment c'est source de bonheur ou malheur dans plein de situations quoi. Donc c'est compliqué. Et pareil, comment est-ce que vous voyez l'argent? Je dis ça par rapport, d'ailleurs c'est ma recommandation. Je vais la faire un peu plus tôt. J'avais lu le livre Père riche, Père pauvre. Oui, ouais, ce fameux livre que tout le monde a lu, ouais. Exactement. Ouais. Mais c'est important de le lire. C'est Franchement, c'est vrai que j'aime pas hyper les trucs que tout le monde lit. Mais mais pour ceux qui connaissent rien, allez-y quoi. Ouais, c'est aussi le fait l'argent est anxiogène, l'argent ça cause beaucoup de soucis et tout. Mais comment est-ce que vous voyez l'argent? Est-ce que c'est quelque chose de sale? Est-ce que c'est quelque chose d'utile? C'est quoi pour vous? Est-ce que vous avez du mal à vous dire j'ai envie d'argent, j'ai envie d'être riche en fait, tu vois? Parce qu'il y a ces gens il y a certaines personnes quand même qui se disent l'argent c'est le diable, je fais rien avec et tout. Voilà. Donc je voulais savoir un petit peu vous comment est-ce que vous voyez l'argent? Toi, l'invité. Moi, alors au début c'était très genre je veux de l'argent. Ouais. Je veux de l'argent, je veux être riche et tout. Je trouve que c'est un peu malsain parce que du coup c'est ce qui crée l'anxiété et là j'essaye au lieu de voir ça dans le prisme de l'argent, c'est plutôt par exemple là je veux une belle maison donc j'essaye de visualiser la maison que je veux, etc. Et en fonction de ça je me dis ok donc il me faut tant d'argent. En fait j'essaie vraiment de le voir, j'essaie vraiment de le voir comme un outil pour avoir ce que je veux et pas se dire je veux d'abord l'argent et ensuite je vais voir ce que je vais faire avec parce que j'essaye, hein. Je dis ça mais j'essaye, c'est pas facile, il y a des fois quand même tu dis non mais je suis comme toi quand je regarde mon compte en banque je me dis mais il y a pas assez là. Mais en fait mais c'est un peu une réaction vraiment anxiogène parce que tu sais même pas qu'est-ce que tu vas faire avec, mais tu veux juste voir de l'argent parce que pour toi le fait d'avoir de l'argent ça veut dire que tout va bien. Honnêtement moi ça me dérange pas de mon compte courant d'avoir 100 € et dans l'épargne que ça soit gonflé à max quoi. C'est pareil. Pour moi c'est une vision limite normale mais non c'est clair donc le rapport à l'argent c'est un peu comme ça et tu vois c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que l'épargne c'est depuis quelque temps que je me suis rendu compte que c'est pas forcément le meilleur moyen de gérer son argent, qu'il faut prendre des risques, qu'il faut investir et qui dit investissement dit que en fait tu dois plutôt voir l'argent comme un outil et avoir des objectifs puisque c'est tes objectifs qui vont te permettre d'investir et de prendre des risques et voilà quoi. Donc l'argent c'est un outil. Maintenant c'est vrai que on est surtout ici, on est un peu confronté au fait que l'argent c'est le centre de tout. Ah oui, ouais. Franchement, des fois tu vas dans des endroits, tu sais que tu peux glisser un billet, ça va aller plus vite quoi. Clairement. Et ça c'est dingue. Tu sais que si t'as une grosse voiture, tu vas à tel endroit, on va te laisser passer. T'as tel vêtement, tel c'est l'argent quoi. L'argent c'est valorisé, ça nous ouvre certaines portes, beaucoup même. Donc des fois on est tenté de retomber dans ce schéma assez un schéma de mouton si je puis dire, genre j'ai de l'argent juste pour avoir de l'argent et pour le dépenser aussi. Donc voilà. Et toi Abby, comment tu vois l'argent? Initialement moi je voyais plutôt les objectifs que je voulais.
Donc moi c'était très clair dans ma tête, certains biens immobiliers dans certaines zones géographiques, la diversification du portefeuille de placements financiers et autres. Puis j'ai commencé à avoir de l'argent et j'ai oublié. Donc je me suis focalisée sur le compte épargne, l'argent qui gonfle dedans. Donc tous les mois j'étais super contente, ça monte, ça monte, je saute, je suis super heureuse. Puis j'ai eu des coups durs, donc c'est là-dedans que tu puises. Et j'ai fini avec des regrets. En disant, mais merde, tu as oublié ta phrase de base, c'était faut placer, faut faire travailler cet argent. Ouais. Et donc finalement maintenant, je pense avoir retenu la leçon, enfin j'espère. Donc j'espère qu'à l'avenir ça changera. Mais j'ai jamais eu une vision négative de l'argent. Pour moi c'est naturel d'en vouloir, mais c'est pas juste en vouloir pour le dépenser dans des choses qui ne me tiennent pas à cœur. Moi c'est vraiment pour... Je trouve que l'argent doit pas être un frein pour mon niveau de vie, mon confort et faire plaisir à ma famille. Donc c'est plutôt comme ça que moi je le vois. D'accord. Après j'aspire pas non plus bon si Dieu me donne je prends hein, mais je n'aspire pas à être hyper riche et autres. Moi c'est j'ai un certain niveau de vie auquel j'aspire. Si j'atteins ça, moi je suis heureuse. D'accord. C'est clair. Okay. Mais moi du coup j'ai une question pour vous. Est-ce que vous savez quelle est la somme par mois qui te satisferait? Ça c'est une question qu'on m'a déjà posée. C'est vrai. Que j'aime bien poser. Ben oui, parce qu'au final, tu vois, ce que tu disais, c'est hyper intéressant. On est beaucoup à se dire, on veut pas être super riche, mais on veut juste avoir de l'argent pour être à l'aise. Et en fait, la vraie question, c'est quand tu demandes, mais combien? Alors là, on panique tous. Bah oui, on bégaye, là. On sait pas parce que on se dit, il y en a jamais assez. Bah non. Bah non. Donc, et en fait, du coup, c'est encore cette question-là qui me fait penser que genre, on n'a pas encore tout à fait intégré que l'argent, c'est un outil parce que, on sait pas combien. C'est pas combien. Bon, on n'aspire pas à avoir des jets privés ou des yachts. Ouais, donc si tu dis non. Si je prends. Ah voilà. Mais c'est pas dans mon plan pour le moment. Si ça se présente, c'est là. Ouais, donc tu vois, ça peut être 4 millions. Est-ce que 4 millions c'est assez par mois? Enfin, honnêtement, hein, vu que je les ai pas, ça sera assez. Mais une fois que tu commences à les avoir, c'est ça, en fait, c'est plus assez, voilà, tu vois. c'est ça la grande problématique. Même le schéma, je me dis, j'ai pas d'enfant, je suis toute seule. Il y a des sommes où quand t'es toute seule, tu te dis c'est bon, il y a pas de souci en fait. Oui, exactement. Mais quand il y a des enfants, ça te suffit pas. C'est clair. Donc ouais, je vous invite à méditer sur le montant. Je pose des vraies questions. Hein. Le montant seuil à atteindre. C'est intéressant de savoir. Ouais, là je t'apprécie un peu moins là. Ah ouais. C'est bon, on m'a déjà viré du podcast. Si vous la voyez pas dans l'épisode suivant, c'est à cause de ça. C'est à cause de ça. Et toi, du coup, Dicky, c'est quoi ton rapport à l'argent? Comment tu vois l'argent, en fait? Moi, j'aime l'argent, hein. Non, je rigole pas, mais... La caméra a parlé. Mais... Dit-elle avec un air. Dans le sens où, en fait, je veux pas que ça me limite. Je n'aime pas la frustration de me dire, putain, j'ai pas l'argent pour payer ça, en fait. Ouais. Sachant que je ne considère pas avoir des goûts extravagants. Mais enfin j'ai connu des périodes dures comme tout le monde et non quoi, j'ai pas envie de retourner là-dedans. C'est clair. Donc non, enfin je vais faire tout pour conserver ce niveau de vie que j'ai. Et voilà quoi. Ouais, ça aussi c'est intéressant parce que comme vous dites, il y a des gens qui voient l'argent de façon très négative. Ouais. Et bon, c'est vrai que j'ai un peu d'anxiété et tout par rapport à l'argent, mais je pense que plus j'avance, plus je me dis quand même que, comme je vous disais, l'argent c'est quand même facile à avoir. Enfin, factuellement, c'est facile parce que c'est pas conditionné par tes facultés intellectuelles. Ouais, c'est vraiment juste un peu de la débrouille et tout. Mais par contre, il y a des gens, même dans le milieu professionnel et tout, j'ai déjà entendu, oui, lui il a de l'argent, il a forcément vendu son âme au diable. C'est ça. C'est vraiment la phrase tout. Et je pense que ça, c'est des complexes que certains ont. Parce que avoir de l'argent ça paraît tellement inaccessible c'est un verrou qu'on a l'impression qu'on trouvera jamais la clé que quand les gens trouvent on se dit non mais il a vendu son âme au diable, elle est pas sous le bureau, c'est pas possible. C'est ça.
Après, il y a des gens, je pense qu'il y a une mauvaise conception dans le sens où ils peuvent être deux personnes à gagner la même somme, mais chacun ne va pas faire travailler son argent de la même manière. Ouais. Et les gens vont pas creuser pour essayer de savoir qu'est-ce que la personne a fait de son argent, et ils vont aller direct dans aller passer sous le bureau, ou bien est parti de son âme au diable, elle a fait des trucs bizarres, quoi. C'est clair, ça c'est intéressant ce que tu dis, puisque c'est comment un peu manager son argent. Et il y a des choses qu'on apprend, il y a des investissements passifs, actifs, donc il y a des choses qu'on achète, ça perd de la valeur, il y a des choses qu'on achète, ça gagne de la valeur. Et si on n'apprend pas tout ça, ça nous paraît une science pas du tout rationnelle, pas du tout logique et même pas accessible, quoi. Et pas accessible, et du coup on se dit non mais les autres font des trucs bizarres, alors qu'en fait ils ont juste compris le système de l'argent, quoi. L'argent c'est vraiment un système économique qui a ses règles, et je pense qu'il faut juste les connaître. Et voilà, quoi, ça devrait aller. Ça devrait aller. Ça me fait penser à un truc, c'est un petit peu hors sujet, mais j'avais assisté à un webinaire que je vous avais partagé là sur, je sais pas si c'est indépendance financière et l'éducation financière des femmes. Ouais. Et il disait que justement, t'as plus de 50% des femmes sur le continent qui sont entrepreneurs, mais aujourd'hui qui n'ont pas accès à ne serait-ce que l'information, mais accès à certaines grosses sommes d'argent, en fait. C'est clair. Enfin, on va faire des trucs de microcrédit, des petites tontines et tout, mais à aucun moment, une femme, on va lui donner un gros marché de gérer 500 millions, par exemple, tu vois. C'est clair. Déjà, nous, on s'auto-censure, en général. De deux, on n'a même pas accès à cette information-là. Bon, bref, voilà, c'était ça l'idée un petit peu, tu vois. Ouais, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que, encore, les femmes, on est encore moins informés sur comment gérer cet argent. Exactement. Voilà. Et pour en revenir au salaire, par exemple, c'est vrai que on nous dit que les femmes sont payées 30% moins cher en général que les hommes, mais en vrai il y a un truc tout bête, parce que moi je fais passer des entretiens, une femme ne négocie jamais son salaire. C'est ça. Enfin pas jamais, j'exagère, mais sur 10 candidates il y en aura peut-être une qui va en parler, alors que sur 10 candidats il y en a bien 7. Et en plus, c'est pas forcément les meilleurs. Mais en tout cas, ils ont cette culture à chaque fois de parler d'argent, de dire ils veulent tant, de justifier pourquoi ils veulent ça. Alors qu'une femme, va juste se dire, déjà, j'ai trouvé un taf. C'est ça. C'est top, quoi. Et même le fait de demander à être augmenté. Aussi. Tu vas lui rajouter une tâche, il va te dire, oui, mais bon, enfin, il faut des mesures d'accompagnement, comme ils disent. C'est clair. Pour me motiver. Ouais, pour me motiver, alors qu'une clair. femme, elle va prendre sans plus, quoi. C'est clair. Donc il y a tout ça qui permet un peu de naviguer. Enfin, en tout cas, il faut connaître. Je pense qu'il faut vraiment pas avoir peur de l'argent. Exactement. Et il faut s'asseoir, s'informer, lire, observer aussi les autres, poser des questions, pas hésiter à donner un chiffre à ce qu'on veut, pour pouvoir en fait gérer son argent et gérer aussi son anxiété. Parce que je pense que c'est parce que quand on connaît pas, c'est là où on est de plus en plus anxieuse et c'est pas bon. Et avoir des objectifs, je pense, aussi réalistes. Parce que comme tu dis, souvent, comme les femmes vont pas forcément négocier des gros salaires, pas non plus s'attendre à avoir le même niveau d'investissement qu'un homme. C'est clair. Si tu gagnes moins. Donc revoir peut-être les choses de manière plus réaliste et y aller, quoi. C'est vrai. Donc toujours en rapport avec l'argent, mais plutôt à un autre scope, on va parler de succession dans les familles. En général, quand un membre important de la famille meurt, c'est là où les problèmes commencent. T'as tous les squelettes qui remontent à la surface. Et je remarque que en tout cas, moi, c'était mon cas. Est-ce qu'il y avait... Enfin, même quand il y a des testaments, il y a des problèmes, c'est vrai. Mais c'est vrai que les gens n'ont pas forcément le réflexe de préparer leur départ, en fait. Ah ouais, ça, c'est un gros sujet. C'est lié à des superstitions aussi. C'est ça aussi. Enfin, peut-être que, quand on prépare un testament, on se dit que... Tu amènes la mort chez toi. Ouais, mais bon, tu mets... je comprends pas, tu mets tes finances en ordre, en fait. Comme ça, il n'y a pas de problème dans la famille. Tu vois, le fait, moi, je me dis toujours, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas autant de familles qui créent de la richesse générationnelle ?
Ouais, mais ça, t'as mis les deux pieds dans le plat, là. Parce que c'est hyper intéressant ce que tu dis. Au-delà même du côté succession, on en revient à toute cette éducation financière qui permet en fait d'ensuite gérer ses finances avec sérénité. Et en fait, je me dis que même on voit ces problématiques même avec des personnes qui ont eu des parents riches. Oui, surtout en fait. Ouais, ils savent pas gérer leur argent et donc ils se retrouvent dans des situations pas possibles. Et je pense que les successions, au-delà même du fait que, comme tu dis, c'est mal géré en amont, surtout dans nos communautés africaines et antillaises, même au niveau des héritiers, mais en fait, il y a pas à se déchirer comme ça non plus. Bah oui, en fait. C'est ça, et c'est juste parce que il y en a beaucoup, ils attendent que sur ça, et le pire c'est qu'en plus ils savent même pas comment le gérer après, mais enfin ça c'est une autre histoire. Mais c'est devenu tellement le nerf de la guerre d'avoir des biens, d'avoir de l'argent, etc., que ça en devient on se déchire pour ça. Alors que pareil, moi je suis persuadée que l'argent ça va, ça vient, quoi. Donc en vrai, une personne qui est censée la succession, c'est censé être un bonus. Oui, en vrai, voilà. Exactement. Donc, t'es pas censé faire un plan de vie dessus, normalement. Donc c'est vrai que c'est mal géré en amont, et ça c'est des choses que je comprends. Mais après, moi-même j'ai essayé de réfléchir et je me suis dit, qu'est-ce que je voudrais léguer à mes enfants? Et j'ai eu cette discussion avec beaucoup de personnes, et il y a un point qui dérange, mais je pense que certains ont raison. Au final, les biens qui ont été achetés, l'argent qui a été accumulé, c'est pas forcément pour les enfants, quoi. C'est la personne qui a fait ça pour son dur labeur, par son dur labeur, pardon. Et du coup, moi j'avais un ami qui m'a dit, moi je vais rien léguer à mes enfants. Hein. Moi aussi, il m'a dit, on va bouffer tout l'argent. Ils n'ont qu'à se débrouiller. Ils n'ont qu'à se débrouiller. Parce que au final, voilà, pour lui c'était, je vais les éduquer. L'argent, ça se gagne, quoi. Donc je vais leur apprendre à gagner de l'argent. Donc ils ont pas besoin de ce que j'ai gagné, quoi. Ça c'est ce que moi j'ai fait de ma vie. Maintenant à eux de faire ce qu'ils ont fait de leur vie. Donc tous ces trucs de succession, c'est assez délicat. Genre là, bon, je vais prendre mon exemple personnel. Ma mère, elle aura peut-être des choses à nous léguer, mais elle partage ça comment? Parce que en plus, on était en train de se dire, genre, moi je suis l'aînée, donc je suis un peu plus avancée que mes frères et sœurs, mais on sait jamais ce qui se passe dans la vie. Donc du coup, tu veux léguer peut-être un truc à quelqu'un, mais en fait tu dis, ah ouais, non mais l'autre, il est pas si débrouillard que ça aussi. Là ça va, mais peut-être ça ira pas après. Mais c'est pas bien pour l'autre, parce qu'on sait jamais qu'est-ce qui peut se passer. Maintenant, quand tu fais des partages équitables, ok, il y a de l'argent, mais bon, vu le prix des biens immobiliers ou des choses ici en France, enfin ça, s'il y a l'inflation tous les ans, ça va leur servir à quoi? Donc là, il y a quand même un dilemme, hein. Il y a un dilemme, même aux Antilles, il y a beaucoup d'histoires de succession comme ça, et c'est en grandissant que je comprends que c'est pas aussi simple pour les grands-parents, les aînés de dispatcher tout ça. Parce que en fonction de la personnalité de chacun, on sait pas en fait. Et d'où en fait le côté de ce que mon ami disait, de rien léguer. Parce que du coup tu fais pas de choix. Ouais, mais rien léguer aussi, on va te détester, on va mal parler de toi. Mais tu es déjà mort. Non, après, non, je pense que c'est une culture, parce que on parle beaucoup des Djoula ici. Et je sais que les Sénoufos aussi, ils ont cette culture de... Alors, j'y connais rien, hein. Si vous voulez me contredire dans le podcast, n'hésitez pas. Mais il y a cette culture que les parents ont travaillé pour avoir ça, et ils essayent d'inculquer en fait ce côté entrepreneur aux enfants. Et moi, tous les amis Sénoufos ou Djoula que j'entends, ils comptent pas sur les héritages. Et ils ont beaucoup ce truc de... Ah oui, mon père, il a ci, ça, mais c'est à lui. C'est son argent, c'est à lui. Donc, et il y a aussi, enfin,
il me semble en tout cas que les parents voilà, tu peux avoir un projet mais ils vont pas forcément non plus le financer tout de suite. Ils vont voir en fait ta motivation avant de le financer, donc ils ont vraiment un rapport de l'argent où genre c'est chacun qui fait son propre argent, qui se débrouille. Et après je connais pas trop, mais je me dis qu'en voyant les choses de cette façon-là, je pense que les successions se passent un peu mieux. Ouais, un peu mieux parce que c'est un plus en fait. Donc là, c'est pas le cœur de toute une famille. Alors que oui, dans d'autres il y a d'autres schémas où vraiment les parents ont pas inculqué ce rapport à l'argent et donc du coup, on attend la succession comme un changement de vie fondamental quoi. Effectivement, encore là, c'est même vas-y. Non, j'allais dire que l'éducation joue beaucoup aussi dedans. Il faut vraiment inculquer cette éducation financière. Mais je pense aussi qu'il faut qu'il y ait une sorte de transparence sur les biens, sur l'argent et les dettes. Ouais, aussi. Parce que, comme tu disais, il y en a qui et les familles aussi non déclarées. Les gens non déclarés. Les héritiers. Les héritiers. Qu'on ne connaît pas. Mais ça éviterait d'avoir ces déchirements. Et c'est fantasme aussi, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que la personne qui décède va léguer énormément de choses. Oui, aussi, alors qu'il y a des dettes. Il y a des dettes où il y a rien. Ouais, c'est clair. Il y a beaucoup de films nagés sur ça, enfin même la réalité. Non, c'est la réalité. Et même il y a des cas de succession, en fait, le gars n'avait même pas d'argent. Et la famille se déchire parce que pour un titre. C'est clair. Enfin, à un moment donné, je sais pas quoi. C'est clair, ou bien par exemple dans le cas d'une société, si la personne elle réalise pas tout l'effort qu'il faut mettre derrière pour que la société fonctionne, c'est clair qu'on se déchire pour ça, mais en fait il y a pas eu d'éducation derrière. Malheureusement nos parents au sens large, la génération au-dessus n'a pas eu trop cette culture-là. Pas forcément ce réflexe. Pas forcément ce réflexe. Et c'est ce qui crée tout, enfin, je pense, en tout cas, les discords dans les successions, c'est toujours compliqué, quoi. Et tu vois comment certains dilapident les entreprises ou les empires familiaux, parce que, bon, ils n'étaient pas au courant de vraiment comment ça se passait. Et un reproche que je fais, je ne connais pas dans les détails, mais j'ai l'impression que certains, dès le plus jeune âge, n'emmènent pas l'enfant dans l'entreprise pour qu'il comprenne les systèmes, le rouage, pour qu'il puisse vraiment reprendre le relais quoi derrière. Ouais, c'est clair. En tout cas, même s'ils reprennent pas le relais, je pense que c'est vraiment juste apprendre à se débrouiller pour gagner de l'argent quoi. C'est ça qui est important. Après, il faudrait aussi que les anciens apprennent à être clairs en fait dès de leur vivant, c'est-à-dire s'ils veulent rien léguer, ils le disent. Ils disent, aussi. Parce que je pense qu'il y a quand même des situations assez un peu malsaines, quoi. On sent vraiment que la personne qui est décédée ne voulait rien léguer, c'est juste qu'elle a pas osé le dire, ou un truc comme ça, et parce qu'il y a quand même eu beaucoup de... Enfin, moi je connais des cas où il y avait possibilité en fait de faire ça de façon plus fluide. Ça n'a pas été fait. Donc si on a fini sur ce point-là, on va passer au conseil par rapport à toute cette anxiété. Enfin, vous avez déjà dit comment vous gérez, mais j'aimerais bien que vous donniez quelques autres tips pour gérer toutes ces anxiétés-là, toutes ces incertitudes par rapport à votre rapport à l'argent. Donc, honneur à toi. Ouais, alors moi mon conseil c'est vraiment genre de voir ça comme un outil. C'est comme ça que je le vois. Pour gérer mon anxiété aussi, j'essaye de pas vivre au-dessus de mes moyens, vraiment. Ça c'est important. Vous laissez pas influencer par un tel qui a ci, un tel qui a ça. Chacun son rythme, vraiment. C'est mieux de voir large, c'est-à-dire de prendre un loyer beaucoup moins cher et se dire bon je vais rester avec ça pour le moment et je pense que ce qui aide aussi à gérer l'anxiété c'est avoir des objectifs. Ça c'est très très important parce qu'en fait avoir de l'argent pour avoir de l'argent ça sert à rien et en fait c'est à ce moment là où on se dit qu'on en a jamais assez. Donc faut vraiment avoir des objectifs, des investissements, parler aux gens aussi. Comme Nikita disait, il faut bien s'entourer. Et parfois c'est hyper intéressant de parler à un aîné ou bien même quelqu'un de votre génération mais qui vous paraît bien gérer son argent, lui poser des questions, voir un peu
Et ça éclaire plein de choses. Parce qu'il y a des situations où on se dit, on va jamais s'en sortir, et en fait, on se rend compte que le voisin a vécu ça il y a 4 mois et s'en est sorti par telle solution d'épargne ou d'investissement ou de trucs. Il y a des choses inaccessibles aussi, comme avoir un bien immobilier qu'on pense qu'on n'aura jamais, et en fait, non, il suffit d'être assez discipliné sur une période, et puis c'est possible. Il y a autre chose aussi sur ces biens immobiliers, c'est que faites-le aussi à votre rythme. Ouais. Parce que ça, je pense que ça crée aussi de l'anxiété de se dire, ouais, à tel âge je dois acheter, à tel âge je dois avoir ça et tout. En vrai, ça sert à rien de vous mettre un prêt sur 50 ans si vous sentez que vous allez, enfin que là ça va pas, quoi, juste parce que vous avez la trentaine ou des choses comme ça. Donc ouais, c'est vraiment essayer d'être assez transparent avec l'argent, avoir des objectifs, et puis ça ira. Honnêtement, l'argent ça se trouve, on va dire. Toujours un moyen d'avoir de l'argent. C'est juste que le plus important, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut faire avec. C'est vraiment le plus important. Donc voilà. Ok, très intéressant. C'était beau. Hein. Ouais. Merci. C'est bon, je vais me reconvertir. Conseillère financière. Mais en même temps, si vous voyez l'état de mon compte. Bref. Et toi, Bi? Je rejoins Méline sur pas mal de points. Mais après, je rajouterais ce qui calme mon anxiété aussi, c'est de traquer mes dépenses pour vraiment avoir une idée de en quoi je dépense et savoir si je suis assez constante aussi sur mon niveau d'épargne et mes objectifs. Après, je dirais la vision long terme. Moi, c'est ce qui m'a aidé. Ouais. C'est toutes ces étapes qu'on se fixe, 30, 40 ans. En vrai, si tu le fais à 45, c'est pas grave. Si tu le fais à 50, c'est pas grave. Ouais. Le but, l'objectif, c'est de tracer ta route et d'y arriver. Le temps t'aidera. Et la troisième chose, je ne tape pas sur mes parents, mais j'avais de l'anxiété par rapport à eux, en étant aînée, à imaginer des scénarios catastrophiques. Puisque donc l'année 2021, j'ai perdu beaucoup de proches, et donc j'ai vu mes cousins cousines se retrouver à devoir payer des funérailles et autres. Ouais. Et donc moi j'ai commencé à faire des scénarios catastrophes aussi dans ma tête, et ce qui m'a aidé, c'est aussi de me poser avec mes parents, savoir comment ils sont financièrement, c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a, c'est quoi les projets et autres. Et quand j'ai vu, j'ai dit en fait vous êtes bien. Et donc du coup tu sais que même si tu dois dépenser à l'instant T, en fait il y a des trucs qui se gèrent après. Donc c'est vraiment de se calmer et moi regarder mon compte aussi day to day et de voir que ça descend, et après je me fais des scénarios catastrophes pour arrêter c'est ça. Clair, faut désinstaller l'application. Non, faut pas dire ça. Et toi, Niki? D'accord. Moi, ce serait j'ai quelques tips pour faire et suivre son budget, mais avant de rentrer dans ça, pour calmer les anxiétés, écoute, je me dis qu'en fait je trouverai toujours une solution. C'est vrai que je me mets à la pression, je suis aînée, il faut que j'assure, mais en vrai je sais que demain si j'ai un problème, il y aura forcément quelqu'un qui va m'aider. C'est vrai que je décide de pas demander d'aide, mais je sais que il y aura quelqu'un qui va m'aider. Pareil comme toi, Bi, je fais régulièrement le point avec ma mère pour savoir où tu en es, qu'est-ce qui se passe, comment tu vois les choses, etc. Quand il y a pas d'argent, je lui dis écoute, voilà, ou quand il y a certaines dépenses que je vois, je dis bon maman arrête, c'est bon, tu vois, tu as payé tes dettes, c'est bon, ça suffit, enfin voilà, concentre-toi sur toi. Et aussi un truc aussi sur le fait de trop se mettre de la pression pour épargner. Des fois honnêtement quand j'ai envie d'un truc, je dis écoute, je travaille, enfin je n'ai qu'une vie, je travaille pas les cailloux, donc voilà, enfin au moins fais-toi plaisir sur ça, tu vois, tu le mérites de temps en temps. C'est vrai qu'en rentrant, j'avais eu la conversation avec toi, en rentrant de vacances, j'ai eu une crise de panique parce qu'en même temps je regardais la série de Smart Money Woman là, je dis putain j'ai trop dépensé, voilà, je suis à la rue, voilà, demain si je perds mon travail qu'est-ce qui se passe, voilà, mais des trucs, mais et j'étais là, j'ai regardé dans l'avion, en hyperventilation dans l'avion s'il te plaît. Ah ouais, chaud. Je dis bon, on arrête, c'est une peur, la peur est censée t'alerter d'un danger potentiel, tu vois, et le danger n'est pas là. C'était irrationnel quoi. C'était irrationnel, donc déconstruis tout ça, calme-toi, fais avec le day to day, tu vois. Et maintenant, pour revenir aux tips pour faire un budget, surtout un budget qui pour une transition, c'est surtout pour ça.
c'est numéro 1, calculer le besoin mensuel en tenant compte de tous les engagements incompressibles. C'est-à-dire loyer, emprunt, frais de santé non remboursés. En 2, faire le point de tout l'épargne disponible qu'on a. Ouais. D'accord. On gratte partout, vraiment. Si c'est, je sais pas, si c'est 50 000 qu'un oncle te donne, faut mettre dedans aussi. Faut gratter partout. Faire l'inventaire de toutes les économies qu'on pourrait faire sans trop se priver. Ouais. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on décide d'enlever? Est-ce qu'on enlève Netflix ce mois-ci? Par exemple, moi, je paye plus Canal parce que je regarde pas du tout. Donc, c'est une dépense en moins. Je me dis, le mois prochain, bon, est-ce que j'ai vraiment besoin d'aller au salon toutes les 2 semaines? Bon, voilà, je vais faire telle coiffure, comme ça, enfin, voilà. Essayer de voir toutes ces économies-là. Calculer tous les revenus additionnels qu'on pourrait avoir à côté, si possible. Et en fonction de ça, ça te permet de gérer un budget. Et bon, ça, c'est un petit peu une pression, mais c'est quand même un matelas de sécurité, se dire que son épargne, si jamais il y a un couac, combien de temps est-ce qu'on peut tenir avec cette épargne-là? Je vois, ouais. Voilà, un peu quelques tips pour pouvoir gérer son argent, gérer son budget, et aussi ne pas arrêter de se renseigner. De discuter avec des gens. On dit d'investir, faut pas juste investir pour investir. Si les terrains c'est pas ton truc, faut pas investir dedans en fait. C'est clair. Faut toujours investir dans un truc qui nous plaît. Ouais, c'est clair. Et qu'on comprend. Très important. C'est clair. Faut pas juste voir un truc, c'est pas, non, faut pas mettre son argent partout. Ouais, c'est clair. Donc voilà les quelques tips que j'avais. Ouais. Merci pour les conseils. Je rajouterais un truc sur ce que tu as dit, sur l'épargne, dans le sens où les coups durs ça arrive. Oui. Ouais. Donc tu vas piocher dedans, et souvent quand tu pioches dedans, t'as une anxiété de malade. Oui, c'est vrai. Il faut accepter que si t'as réussi à arriver jusque-là avec ton épargne, quand tu tombes, tu vas pouvoir reconstituer cette épargne. Ça, et même l'épargne, ça sert à ça en fait. C'est un matelas en fait. C'est un matelas, c'est pour les coups durs, donc faut pas avoir peur de piocher dedans. Ouais, quand on en a vraiment besoin, effectivement. Ouais, en tout cas. J'aimerais aussi rajouter sur tes conseils qui étaient très très bien, que il y a des méthodes pour tout le monde pour épargner. Oui. Il y en a ils vont faire un tableau Excel, qui sont très disciplinés sur ça. Il y a des gens qui vont par exemple chaque fin de mois retirer de l'argent, enfin tout l'argent qu'ils ont besoin là, et puis diviser en enveloppes. Donc c'est une bonne méthode. Du coup le fait d'avoir l'argent physique, ça les aide à contrôler, et donc ils utilisent plus la carte. Voilà, il y en a qui ont des comptes bloqués. N'hésitez pas, en fait, s'il y a une méthode qui fonctionne pas, vous en essayez une autre, quoi. Franchement, chacun a ses astuces pour gérer son argent. Moi, je sais que c'est par exemple en fait, je marche beaucoup aux objectifs. Je veux un truc, je sais, j'enlève dans mon salaire que à chaque fois c'est ça qui va payer ça. Voilà, je suis très compartimentée en fait entre mes dépenses et ce que je gagne, en tout cas mes revenus, et ça m'aide beaucoup, ça me calme de savoir que tel truc ça tombe tous les mois et ça paye ci, tel truc ça tombe tous les mois, ça paye ça, et etc. Et c'est comme ça que j'avance. Donc voilà, donc vraiment chacun a ses méthodes. Comme disait Niki, n'hésitez pas à vous renseigner, il y a beaucoup de sites accessibles gratuitement sur YouTube, sur Instagram même, sur les blogs, tout ça. Là, c'est plus un tabou de comment gérer son argent. Et les amis aussi. Et les amis, chacun a sa technique, les amis. Donc vraiment, il faut pas en avoir peur. Je pense que la première chose, c'est pas avoir peur de l'argent, c'est un outil. Et ensuite, renseignez-vous. Voilà. Exactement. Bon, on va passer, c'était très, très intéressant. Ouais, super discussion comme d'habitude. J'ai bien aimé. Donc, on va passer au kiff du moment. Ouais. Recommandation. Je connais le style maintenant, à la routine. On est trois sur le podcast. Non, ça y est, je suis officiellement on va rajouter embauchée ou pas? On va mettre une petite tête en bas. Je te jure. Alors, mes recommandations, on va un peu sortir de l'aspect finance. Je voulais faire un petit big up à 2 restos où on peut manger de la cuisine antillaise. Ici à Abidjan, c'est un peu cool. Donc il y a Fresh and Greens qui se trouve vers Mermoz. Donc voilà, vous pouvez y aller, vous allez manger de la cuisine martiniquaise, guyanaise,
c'est nice. Super bon, super ambiance en plus. De temps en temps, il y a des soirées dancehall, raga, zouk. Tout ça. Elle est en train de danser quand t'as dit tout ça. Ouais, grave. Immersion dans cette ambiance. Donc voilà, c'est cool. Et un autre resto que j'ai découvert dernièrement qui s'appelle La Pause Créole. Ouais. Et là, on mange des plats haïtiens. D'accord. Guadeloupéens, martiniquais aussi. Et ça se trouve vers Abidjan Mall. Ça vient d'ouvrir il y a pas très longtemps, en août. Donc voilà, allez-y si vous voulez faire un petit break aux Antilles, voilà, c'est ça. Allez-y. Voilà. Cool. Vraiment, c'est cool. À Abidjan, en fait, tu peux manger toutes les cuisines. Ouais, ça bouge beaucoup, là. Ouais, c'est vraiment top. C'est top. Et toi? Moi, du coup, je reprends la recommandation que j'ai faite dans le podcast. C'est Père riche, Père pauvre, lisez-le. Voilà, c'est déjà ça te permet de connaître la différence entre les actifs et les passifs, donc c'est bien très sûr. Important. Ouais. Moi, ça m'a ouvert les yeux sur pas mal de trucs sur les dépenses que je voulais faire ou pas, et même sur encore une fois le rapport à l'argent, comment je voyais l'argent. Donc lisez-le. J'aime bien parce que c'est pas comme tous les livres de développement personnel où si tu réussis pas c'est de ta faute et tout ça, ça n'a rien à voir. Ça t'explique les concepts de management d'argent. Ouais. Donc c'est sympa. Toi, Bi? 2 recos. D'accord. Bon, j'adore voyager, mais voyager me fait de l'anxiété parce que je dépense, mais en même temps j'ai compris que c'était quelque chose que j'adorais. Ouais. Donc je le fais. C'est la partie sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Donc j'ai eu l'occasion là à 2 reprises d'y aller dans le cadre du boulot, mais ça me fait un bien fou. C'est tellement magnifique, que ce soit Soubré, que ce soit San Pedro, Grand Bérébi. C'est une richesse pour ce pays en termes de paysage. C'est super agréable, tu manges super bien. Donc et frais. C'est frais, c'est ce que je recommande. Les services, les gens sont chaleureux et tout, ça fait vraiment du bien. Ouais. Donc c'était un peu ça. Et la deuxième chose, c'est que j'aime beaucoup parler du Sénégal parce que j'adore les séries sénégalaises. D'accord. Donc ma deuxième reco, c'est la série Impact. Ah ouais. Ouais, c'est une fiction, je dirais un peu policière. D'accord. Et l'avantage de cette série, c'est que il y a eu des acteurs sénégalais, mais t'avais aussi des acteurs ivoiriens et d'autres. Ouais, c'est bien ça. Et donc Marie-Paul Hadj, c'est ça. Donc de voir l'autre qui a joué dans Classe A. Ouais, j'ai oublié son nom. Et de voir ce mélange des deux cultures, du Sénégal et de la Côte d'Ivoire, c'était génial. Et c'est encore une belle série à succès de Marodi. C'est bien ça. Ouais. C'est bien. Voilà. Ok. Sur ces belles paroles, je vous souhaite plein de bonnes choses, beaucoup d'argent. C'est important. Beaucoup. Mais surtout, surveillez votre santé mentale. C'est important. Oui, c'est important. Ça va avec. Ça vous pourrisse la vie. Donc merci encore une fois, Méline. C'est à toi. Merci à vous. Non mais c'est bon là, vous pouvez donner mon CDI. Ouais, t'inquiète. On va y réfléchir. On va mettre ta tête sur la fiche. Ah voilà, c'est ça. Mais je peux être là à l'épisode 7, non? Bon, on fait un vote. Ouais, votez sur les réseaux sociaux. Ouais, votez sur les réseaux sociaux. Mon avenir en dépend, d'accord? Donc votez pour que je reste définitivement sur le podcast. Voilà. Bisous. Merci à toi, Niki. Merci. Encore un super épisode. Ouais. Honnêtement, ça fait du bien d'en parler. Enfin, ça exorcise pas mal de choses, quoi. C'est une thérapie pour nous, mais aussi ça fait du bien de commencer ces conversations, parce que le but c'est que, on en parle autour de nous. C'est vrai. C'est pas juste pour que ça soit qu'on en parle juste dans des milieux restreints, non. Parler avec vos proches, parler à vos amis, parler à vos parents, c'est important. Surtout ce sujet-là. Donc voilà, on vous souhaite plein de bonnes choses. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et mettre des étoiles sur Apple Podcast. Et votez pour moi, hein. Je vous oublie pas. Aussi. Donc voilà, on va essayer de poster toutes les références qu'on a données. Sur ce, prenez soin de vous et bye bye à tous. À bientôt. Bisous, bye. Bye.